Le collectionneur grenoblois Antoine de Galbert vient de faire un don exceptionnel au musée de Grenoble. 270 œuvres des plus grands photographes de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Une collection estimée à 1 million d'euros. Il y a ceux qui ont les armes et ceux qui les vendent. Fin janvier, une salle des ventes grenobloise mettra aux enchères des dizaines d'armes anciennes, du sabre à la Winchester, des fragments d'histoire qui dorment parfois dans des armoires et des greniers et qu'il faut expertiser avant la vente. Et puis déjà plus de 4 milliards d'euros investis depuis 2021 en Isère au titre de France Relance, un plan d'investissement qui concerne tous les types de structures et aura permis la création de 28 500 emplois. Le sous-préfet à la relance, Sami Sissaïd, est l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 18 décembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Antoine de Galbert est un collectionneur généreux, très généreux. Après avoir donné ses coiffes du monde entier au musée des Lions des Confluences en 2017 ou encore 400 œuvres au musée national d'art moderne de Paris l'an dernier, c'est le musée de Grenoble qui peut aujourd'hui s'en féliciter. Le fondateur de la Maison Rouge et mécène vient de faire un don de 270 photographies, reflets de leurs époques, au style très différent. Camille Avon. Elles sont près de 270 venues du monde entier à entrer au musée de Grenoble. La nouvelle exposition, intitulée Une histoire d'images, retrace l'état du monde de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui à travers des photographies. Cette collection est d'une dotation de la Fondation Antoine de Galbert qui participe régulièrement à l'enrichissement des collections des musées. Pour le musée de Grenoble, il n'y avait pas photo, il fallait exposer ce 8e art. Il était très regrettable qu'un art aussi important au XXe siècle que la photographie ne soit pas représenté dignement. Et en fait, j'ai soumis ce souhait à Antoine de Galbert de créer une vraie collection de photos au sein du musée de Grenoble. Une collection qui représenterait près d'1 million d'euros. Guerre, épidémie ou encore société de consommation, plusieurs thématiques sont abordées dans les 19 salles de l'exposition. Des thèmes assez tristes pour faire réfléchir le grand public sur l'état de notre monde. Les photographes qui témoignent de notre temps, eh bien, ils reflètent justement cette difficulté, cette douleur, cette souffrance, mais qui n'est pas exempt d'espoir. Parce qu'effectivement, c'est ce qui est formidable avec les êtres humains, c'est qu'ils peuvent toujours trouver au cœur même des drames une raison d'espérer. Une exposition symbolique puisque pour la première fois, une œuvre de Dorothée Lange, une photographe qui fait partie de ceux qui ont réinventé le reportage, entre dans une collection publique d'art moderne. Mais ce n'est pas tout, d'autres photographies sont tout aussi impressionnantes. Alors une image qui résumerait un petit peu l'exposition, c'est une explosion atomique. C'est une photo rare de document qui a été fait par l'armée américaine au moment des essais nucléaires sur l'île de Bikini. Et en fait, c'est un petit peu celle qui résume cette explosion qui a donné naissance à notre époque. Cette collection de photographies a pour ambition de s'agrandir au fur et à mesure du temps. Une exposition à voir sur le parcours gratuit du musée jusqu'au 3 mars. Et Guy Tosato sera l'invité de ce JT jeudi. Comme l'objectif, elles peuvent capturer un moment de vie, mais la finalité n'est pas la même. Autre style de collection, les armes anciennes à Grenoble. Une salle des ventes mettra au marteau dans quelques semaines environ 250 armes, certaines récupérées après un appel public. Pour l'expert chargé de les examiner, ce sont de véritables trésors, même si en la matière, quelques précautions s'imposent. Mirko Pesci. Sous cet empilement d'armes se cache peut-être un objet de collection. Et pour le savoir, un expert en souvenirs historiques est venu chez un commissaire-priseur estimer le matériel militaire de collectionneurs grenoblois. Donc maintenant, un sabre d'officier 1822. Ah, il est bien celui-là parce qu'il a une fleur de lys. C'est un petit plus. Le but ? Préparer une vente aux enchères militaria. Aujourd'hui, on a beaucoup d'armes avant 1900, beaucoup de souvenirs de guerre, des décorations militaires. On a beaucoup de sabres aussi.
Et plus dans le patrimoine grenoblois, nous on aimerait aussi retrouver beaucoup d'objets, de souvenirs et des armes de la Seconde Guerre mondiale, et notamment des armes du Vercors et du maquis et de la Résistance. Parce que les armes aujourd'hui, c'est une histoire d'héritage. Les héritiers viennent pour connaître ce qui a été transmis. Ces gens-là ont hérité de ces armes et souhaitent aujourd'hui savoir quelle est la valeur historique, estimative. Nous, on est là pour leur apporter un cadre législatif aussi, savoir s'ils ont le droit de les posséder, si oui, avec quelles autorisations. Et ensuite, voilà, on leur donne un peu plus de savoir sur leurs objets. En France, les armes sont classées en 4 catégories. La catégorie A concerne les armes de guerre et sont interdites à l'achat. La catégorie B nécessite une autorisation préfectorale et concerne les armes de tir sportif. La catégorie C sont les armes de chasse et sont soumises à déclaration chez un armurier. Enfin, la catégorie D concerne les armes blanches et les vieilles armes datant d'avant 1900. Avant, il faut savoir que la plupart des gens étaient armés, quoi. Mais c'était pour se rassurer. À l'époque, les forêts et les routes n'étaient pas sûres. Après plus d'un siècle sans être utilisée, une arme reste dangereuse et nécessite la plus grande précaution. Dans mon métier, le nombre de fois où des gens m'ont dit elle n'est pas chargée et elle attendait juste que la détente soit pressée, voilà. Face à une arme, je suis toujours circonspect. Je regarde avant si elle est chargée. Vaut toujours mieux vérifier 2 fois et passer pour un psycho qu'un jour de finir dans la rubrique faits divers. La vente aux enchères aura lieu le 30 janvier. Ceux qui ne souhaitent pas garder leurs armes ont aussi la possibilité de les laisser à des commissariats ou à des gendarmeries. Ces restitutions se font sans formalité administrative. Il est même possible de prendre rendez-vous pour un enlèvement sécurisé à domicile. Et puis, il y a ceux pour qui les armes sont un outil de travail, mais sans permis. C'est avec un fusil d'assaut de type Kalachnikov et donc de catégorie A qu'une fusillade a été perpétrée samedi soir dans le quartier de l'Alma à Grenoble. Un jeune homme pas très bavard a été blessé à un pied et hospitalisé depuis au CHU. Il pourrait s'agir d'une réponse à une tentative de prise de contrôle sur ce point de deal très lucratif. De la fumée, mais pas de feu. Un panache de fumée s'est élevé ce matin dans le ciel au-dessus de la plateforme chimique de Pont-de-Clé au niveau de l'entreprise Vancorex qui produit des matières plastiques. Un périmètre de sécurité de 250 mètres a été mis en place et la route des collines fermée le temps d'effectuer des recherches. Toutes les mesures s'étant avérées négatives, ces dispositions ont été levées à la mi-journée. Un peu de sport avec les principaux résultats du week-end. Quelques heures après avoir appris qu'on leur retirait à nouveau 6 points, les rugbymen du FCG ont été douchés au Stade des Alpes par Nevers, qui a marqué 4 essais en première mi-temps, défaite 27-37. Malgré un sursaut en fin de match, le GF38 retrouve le sourire. Après son élimination de la Coupe de France, les Grenoblois s'imposent 1-0 dans le derby des Alpes face à Annecy. Ils sont 4e de Ligue 2 avant leur déplacement demain mardi à Concarneau. Et puis Aurélien Panis prend la tête du général de l'ultime trophée Andros. Le Grenoblois a remporté l'étape d'Andorre. Répondre aux grands défis de notre temps, c'est l'objectif du plan France Relance qui va devenir France 2030. France Relance a été lancé en 2021. Un premier bilan vient d'être dévoilé pour l'Isère. On en parle avec Samy Sissaïd. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sous-préfet à la Relance en Isère. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consistait ce plan France Relance ? L'objectif, c'était, après la crise économique de 2020 que nous avons tous vécue, de pouvoir relancer l'économie avec l'aide de l'État et de l'Union européenne sur 3 volets: la transition écologique, la compétitivité des entreprises et puis la cohésion sociale et territoriale. Alors, pour l'Isère, le montant est très important sur ces dernières années. Oui, effectivement, il y avait déjà 5 milliards d'euros qui avaient été versés dans le cadre du Fonds de solidarité, l'activité partielle. Et ensuite, dans France Relance, ça a été 2 milliards d'euros en Isère qui ont été versés avant qu'on engage France 2030 ensuite. Alors, quels étaient les critères pour attribuer ces primes exceptionnelles ? Alors l'objectif, c'était de sélectionner les meilleurs projets, les projets qui vont permettre de rénover l'économie. Ce n'était pas de soutenir les secteurs de manière inconditionnée, mais de regarder quels étaient les projets les plus significatifs en termes de transition écologique, énergétique, et puis en termes de création d'emplois. Alors justement, des emplois, il y en a des milliers qui ont pu être créés ces dernières années. Effectivement, le bilan sur ces 3 années, c'est qu'il y a 28 500 créations nettes d'emplois ont été enregistrées en Isère. C'est autant que ce qu'il y avait eu avant la pandémie, mais en 13 ans. Donc c'est une concentration, une intensité forte de création d'emplois. Et en particulier dans l'industrie, il y a eu 7 500 créations d'emplois. Donc là aussi, c'est une bonne nouvelle pour la réindustrialisation.
Alors le plus visible, évidemment, c'est le montant donné à ST Microelectronics pour construire sa nouvelle usine qui avait même valu la visite d'Emmanuel Macron et également de Thierry Breton, de Bruno Le Maire. Tout le monde s'était déplacé pour ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, nous produisons en Europe seulement 10% des composants électroniques alors qu'on en a besoin de 20%. Et donc c'est ça qui nécessite un doublement de la production et c'est pour ça que l'État accompagne à hauteur de 2,9 milliards d'euros le projet de ST Microelectronics qui vise à augmenter significativement nos capacités de production de semi-conducteurs. Et dans ces millions d'euros, il y a évidemment la part qui va être consacrée à tout ce qui concerne l'environnement, parce que ça a été pas mal décrié ces derniers mois. Oui, effectivement, des engagements environnementaux. Sur l'usage de l'eau, notamment. Voilà, et les engagements environnementaux sont importants et dans le cadre des autorisations environnementales, les critères environnementaux sont très bien suivis de la part des services de l'État pour vérifier que l'extension de l'usine se fait dans des conditions environnementales satisfaisantes. Ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. ST Micro, il y a bien d'autres entreprises qui ont été aidées et qui ont bénéficié de ce plan. Oui, quasiment toutes les entreprises ont eu d'une manière ou d'une autre une aide dans le cadre de France Relance. Alors celles qui ont mené un projet spécifique ont eu des aides vraiment très significatives. En tout, ce sont plusieurs milliers d'entreprises qui ont été accompagnées et beaucoup de TPE, PME sur des projets qui pouvaient être tout simplement la création d'un site internet pour un petit commerce jusqu'à la création d'une usine pour une PME qui souhaitait se déployer par l'industrialisation. Oui, on a vu des images de Vercors. Là, on voit aussi Steel Plastic. Effectivement, ce sont quelques entreprises, mais ce sont les plus grosses. Voilà, Vercors a été créé justement au moment de la pandémie. Quand elle nous a présenté son projet de créer un centre d'industrialisation, on l'a tout de suite accompagné avec une école de la batterie aussi. C'est 575 millions d'euros pour Vercors et on a déjà 400 emplois qui sont à Grenoble sur la presqu'île. On y pense moins, mais la MC2 fait aussi partie des bénéficiaires. Le mieux vivre, c'était aussi important pour ce plan France Relance? Oui, l'objectif c'était aussi d'accompagner la transition numérique dans le domaine de la culture. Les spectacles immersifs, c'est un domaine qui est accompagné dans le cadre de France 2030 pour la MC2 qui reçoit 800 000 euros dans ce cadre, d'utiliser les outils numériques pour déployer de nouveaux types de spectacles vivants pour nos concitoyens. Et ces entreprises, vous allez les surveiller, vous regardez un peu ce qu'elles font de l'argent de l'État? Oui, à chaque fois qu'elles ont été lauréates, une première tranche de subvention a été versée pour enclencher le projet. Et puis à chaque tranche, il y avait toujours des jalons qui étaient observés en termes de création d'emplois, en termes de création des machines et en termes de production. Et à chaque fois que les jalons étaient suivis, la subvention a été versée et globalement 98-99% des entreprises ont tenu leurs objectifs avec parfois quelques délais, mais l'essentiel était là. Alors maintenant on bascule sur France 2030. Est-ce que ça veut dire que le montant alloué reste le même ou on baisse un peu l'enveloppe? Alors sur France 2030, c'est peut-être même encore plus, Au niveau national, c'est un peu moins, c'est 54 milliards d'euros, alors que c'était 100 milliards d'euros pour France Relance. Mais pour l'Isère, c'est beaucoup plus parce que ça représente 4 milliards 600 millions d'euros qui ont déjà été engagés par l'État pour l'ensemble des projets qui sont engagés en Isère. C'est 267 projets déjà qui ont été sélectionnés. Et nous sommes à la moitié de France 2030, donc les appels à projets restent ouverts pour pouvoir mieux vivre, mieux produire et mieux comprendre le monde. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques exemples de ces projets? Oui, donc dans les exemples, il y a notamment Aledia qui est en train de lancer sa première usine. J'étais d'ailleurs cet après-midi auprès d'eux pour observer l'avancement de leur machine. Et puis des entreprises dans le domaine de la transition énergétique, dans le domaine de la culture comme la MC2 ou dans le domaine de l'agroalimentaire comme l'huilerie de Chambaran à Roibon. Merci beaucoup, Samy Saïd. Je rappelle que vous êtes sous-préfet à la Relance. Puis on vous souhaite bon vent pour la suite puisque votre mission en Isère est désormais terminée. Merci. Merci à vous. Quelques idées de sortie et un bonsoir Clermont-Ferrand. Vous vous souvenez peut-être de cette boulette de Johnny Hallyday saluant son public de Saint-Étienne. Eh bien, les Stéphanois ne lui en ont pas tenu rigueur puisque de cette ferveur populaire, Liora Jacoté et la Comédie de Saint-Étienne ont créé un spectacle au Johnny. C'est à la MC2 de Grenoble justement à partir de mardi et pour 3 soirs et écouter la créatrice de la pièce. Et j'ai eu envie de comprendre ce qui pouvait susciter une telle passion chez ces gens et donc pour ça il fallait que je rencontre des fans. On a eu des rencontres presque miraculeuses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus nous parler de Johnny comme ça, presque par hasard. Et moi j'ai envie de croire que c'est un peu comme s'ils nous avaient envoyé un signe depuis le paradis des rencontres.
Et après la dernière représentation jeudi, la troupe proposera un karaoké Johnny Hallyday à la cantine de la MC2. De la chambre à la piste de danse, la musique anglaise de Purcell à Queen, c'est la partition que propose l'orchestre de chambre de Toulouse mardi soir à la Rampe des Chirolles. Un programme du baroque à la pop mêlant instruments traditionnels et électriques pour un florilège d'œuvres qui ont marqué leur temps. Le directeur musical de l'orchestre, Gilles Colliard, participera à un propos d'avant-concert à 19h. Et puis Soléo poursuit sa musique en mouvement et s'arrêtera mardi à l'espace Paul Jargot de Crolles, l'histoire de 3 individus qui cherchent à concilier rêve et réalité jusqu'à transcender les contraintes du quotidien. Percussions corporelles, danse, vibraphone, voix, clavier et guitare au service du délire, de la poésie, de l'humour et de l'amour. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.